Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et l'archéologie dresse un portrait du Cananéen qui est très différent de celui qui est dépeint dans le récit de la conquête de Josué entre 1230 et 1220 avant Jésus-Christ. Ce qui est certain, c'est qu'en 1207, toujours avant notre ère bien sûr, un groupe de nomades nommé Israël s'installe quelque part dans le pays de Canaan. En revanche, qu'on sait de la situation générale de Canaan, aussi bien sur le plan militaire que politique, mais bien va tendre à rejeter l'hypothèse d'une invasion éclair de l'ensemble du territoire de la part de ces fameux mystérieux nomades. La documentation sur Canaan abonde. Elle est en grande partie constituée des lettres diplomatiques découvertes dans les ruines de la ville égyptienne d'El Amarna, fondée à l'âge du bronze récent entre 1550 et 1150 avant notre ère, auxquelles s'ajoutent les listes des villes conquises, les scènes de sièges sculptées sur les murs des temples, les annales des princes égyptiens, les œuvres littéraires et les hymnes. Les lettres diplomatiques d'El Amarna représentent une partie de la correspondance diplomatique et militaire du pharaon Aménophis III et de son fils Akhénaton. Il s'agit de près de 400 tablettes envoyées en Égypte par des dirigeants des plus puissants États proche-orientaux comme les Hittites d'Anatolie, les rois de Babylone, etc. La plupart émanent des rois ou des princes des cités-États de Canaan, vassaux de l'Égypte à cette époque-là. Y sont mentionnées de célèbres villes comme Jérusalem, Sichem, Megiddo, Hazor, Lachish. À l'époque de la rédaction de ces fameuses missives, la Palestine est donc une province égyptienne, étroitement contrôlée par l'administration pharaonique. Les rois du pays du Nil ont établi des garnisons aux quatre coins du pays, comme à Beth-Séan, au sud de la mer de Galilée, ou au port de Jaffa, aujourd'hui intégré dans la ville moderne de Tel Aviv. La documentation épigraphique et archéologique atteste que l'Égypte administre et surveille sévèrement les affaires publiques de la province cananéenne. Or, étrangement, la Bible ne mentionne pas les administrateurs égyptiens, sinon quand elle raconte l'histoire de Joseph ou de l'esclavage des Hébreux en Égypte. En plus, le récit biblique vante la puissance des royaumes de Canaan que doivent combattre Josué et ses troupes pour prendre possession de la terre promise. Or, les fouilles archéologiques montrent qu'à cette époque, ces soi-disant puissantes cités ne sont même pas encore des villes, mais comme je vous le disais, de modestes places fortes abritant l'administration et les quelques membres de l'élite, le roi, sa famille et certains bureaucrates. Le reste de la population se compose de paysans qui vivent aux alentours, éparpillés dans des hameaux. La fameuse cité, proprement dite, n'est donc constituée que du palais, d'un temple et de quelques édifices publics, des résidences, des dignitaires d'auberges, de bâtiments administratifs. Les villes ne sont pas entourées de puissantes murailles, une protection d'ailleurs inutile puisque l'Égypte est attentive à tout ce qui se passe dans le pays, prête à intervenir au moindre conflit ou en cas d'attaque de tribus bédouines. En plus, les Égyptiens lèvent de lourds impôts, des tributs conséquents qui pèsent lourdement sur les finances des principautés. Les chefs locaux n'ont donc pas les moyens d'édifier un quelconque mur d'enceinte. Donc Canaan ne ressemble plus du tout à ce qu'il était plusieurs siècles auparavant, durant l'âge du bronze moyen. Les nombreuses cités qui avaient jailli partout sur le territoire ont perdu presque toute leur population. Le pays ne compte maintenant plus que 100 000 habitants en tout. Si un début de conflit éclate soudain, le pharaon envoie aussitôt une modeste troupe de 50 soldats qui suffit amplement pour éteindre l'incendie. Donc, contrairement à ce qu'affirme le récit biblique, le pays de Canaan de l'époque de Josué n'abrite aucun puissant royaume, et j'insiste. Les archéologues, à ce jour, ne disposent d'aucune archive qui pourrait nous renseigner sur la situation du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est l'époque de Ramsès II qui n'est pas du genre à négliger la surveillance de Canaan. Vous voyez, le plus puissant pharaon de l'histoire égyptienne manifeste une véritable passion pour les affaires internationales. Sous son règne, le contrôle de Canaan est donc plus étroit que jamais. Au moindre trouble, vous imaginez bien qu'il va lancer immédiatement son armée pour rétablir l'ordre et mater les cités rebelles ou les échauffourées appuyées par les nombreuses garnisons qui jalonnent la route du nord du Sinaï. Le très long règne de Ramsès II est largement documenté par les archives des temples et de l'administration, donc on sait tout. Chaque événement, chaque incident y est consigné.
Or, nulle part, on ne trouve la mention d'une attaque de la région de Canaan par un groupe de nomades israélites qui seraient brusquement comme ça sortis du désert pour prendre possession des principales villes du pays. Et rien ne laisse entendre que des cités vassales de l'Égypte ont dû subir l'assaut de ces mêmes nomades du désert. Le livre de Josué n'est peut-être pas un récit inventé de toutes pièces. Malgré tout, il ne s'agit aucunement d'un livre d'histoire racontant des événements qui ont vraiment eu lieu à une date précise, dans un lieu précis. Il dresse simplement le tableau géographique du territoire d'Israël. En même temps, vous me direz, qui a déjà dit que c'était un livre d'histoire ? C'est un autre débat. Le récit biblique se focalise exclusivement donc sur le pays de Canaan. Or, si on veut comprendre en fait l'ampleur des événements qui surviennent durant l'âge du bronze récent, il est quand même important de regarder aussi un petit peu ailleurs, de reculer, de prendre le recul. L'histoire, c'est aussi comme l'histoire de l'art. Pour regarder un tableau, il faut prendre du recul. Là, c'est un peu pareil. Et il faut s'intéresser à ce qu'il se passe hors du pays, en particulier dans la partie orientale de la Méditerranée. Les fouilles qui ont été entreprises en Grèce et en Turquie, voire même en Syrie et en Égypte, révèlent une période de troubles particulièrement importants, marquée par des insurrections, des guerres et des bouleversements sociaux de vaste ampleur. Au cours des dernières années du XIIIe siècle et du début du XIIe siècle avant Jésus-Christ, le monde de l'âge du bronze est frappé par une crise dévastatrice qui terrasse littéralement les grandes puissances de l'époque les unes après les autres. C'est l'une des périodes les plus dramatiques finalement et les plus chaotiques de l'histoire. Les anciens empires s'effondrent les uns après les autres, remplacés alors par de nouveaux pouvoirs. Jusqu'à la moitié du XIIIe siècle avant notre ère, deux puissants empires se partagent le monde méditerranéen. Au sud, vous avez l'Égypte, on en a assez parlé, qui atteint son apogée. Ramsès II recule ses frontières de manière exponentielle en étendant son contrôle sur le pays de Canaan, le Liban, le sud-ouest de la Syrie. L'empire égyptien contribue au commerce lucratif qui fait la richesse du pourtour oriental de la Méditerranée. J'en ai déjà parlé, inutile d'y revenir. Et puis, vous avez l'autre grande puissance de l'époque, qui est l'Anatolie, patrie des Hittites, qui contrôle l'ensemble de l'Asie mineure, le nord de la Syrie. Les ruines de l'immense cité d'Atouza, la capitale hittite, impressionnent encore les visiteurs par ses puissantes fortifications et son temple creusé carrément dans le roc. Et l'affrontement entre ces deux empires paraît inévitable. L'impasse de la bataille de Kadesh, encore une fois, au cours de laquelle les deux souverains vont s'opposer violemment sans que l'un ou l'autre n'en sorte véritablement vainqueur, laisse le champ libre aux Mycéniens qui ont constitué une puissance maritime à partir de cités-États disséminées sur tout le territoire grec. Chypre est d'ailleurs le principal producteur de cuivre de la Méditerranée orientale. L'île va servir de plaque tournante pour le commerce avec le Levant. L'âge du bronze récent voit donc l'affirmation de rois et de princes de différentes cités qui manifestent leur pouvoir par l'affichage de leurs richesses en édifiant des palais somptueux, en élevant de puissantes murailles, en accumulant les objets de prestige et en se creusant une place au sein du commerce international. C'est un peu les signes extérieurs de richesse, si vous voulez. Mais ces petits roitelets restent sous l'étroite surveillance de l'Égypte et du monde hittite. C'est un monde d'ordre et de prospérité sur lequel règnent les élites. Mais si on regarde la situation mondiale en 1130, avant Jésus-Christ, tout a changé. L'Égypte n'est plus alors que l'ombre d'elle-même. Elle a perdu presque toutes ses colonies. L'empire hittite n'existe plus. La capitale Atouza est en ruine. La thalassocratie mycénienne qui régnait encore il y a quelques années sur la mer Égée n'est plus qu'un véritable souvenir. Le commerce du cuivre et d'autres articles de luxe a brusquement cessé. Les comptoirs méditerranéens ont été réduits en cendres. Même les plus grandes cités de l'intérieur des terres comme Megiddo et Hazor ne sont plus que de véritables champs de ruines. Mais que s'est-il passé ? Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.